ici à l'UNESCO, en marge de cet événement exceptionnel qui est le Parlement des entrepreneurs d'avenir, doublé d'une université de la Terre, autour d'un thème central, faisons changer tous les climats. Et j'ai le grand bonheur d'être avec Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous sortez d'un débat autour des scénarios des énergies du futur. Oui. Qu'est-ce que vous en sortez en quelques mots de ce débat? Alors c'était intéressant, il y avait Joël de Ronet qui défend 100% d'énergie renouvelable en 2050. Il a raison parce que c'est un objectif passionnant, très intéressant. Et puis il y avait le patron d'EDF, ouais. M. Lévy, et qui a le lourd héritage de parler du nucléaire. Il n'est pas stigmatisé carboné, puisque l'énergie nucléaire est décarbonée, mais il s'en sortait, j'ai trouvé assez bien. Il a été très élégant dans la façon de parler de la place de l'énergie nucléaire et l'avenir surtout de l'énergie en France. Et moi j'ai ce rôle que j'aime bien, qui est un rôle en fait de parler de la vraie vie, on va dire. Hein. C'est-à-dire de parler des choses telles qu'elles sont. Et donc je trouvais que c'était intéressant. Ce thème, faisons changer tous les climats, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, tous les climats? Il faut changer, tous les climats, toutes les approches, quoi, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le changement climatique. Il y a des pays qui sont particulièrement touchés et qui n'y sont pour rien, on va dire. Tous les pays en développement, et ils sont majoritaires aujourd'hui à la COP21, sont venus là pour essayer de faire valoir une promesse qu'on leur a faite à Copenhague, à la COP de Copenhague, la COP 15. On leur a dit donc il n'y avait pas eu d'accord et ces pays voient monter effectivement les changements climatiques. Et donc ils ont secoué à un moment donné en disant mais attendez, ne nous oubliez pas. Et on leur a promis 100 milliards par an à partir de 2020 et ils reviennent avec le même espoir. Donc il y a une question financière à résoudre pour des adaptations au changement climatique. Ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler de réduire leurs émissions. Vous voulez qu'on réduise nos émissions, d'accord, mais aidez-nous à investir sur des énergies décarbonées. Ce qu'ils veulent surtout, c'est des finances pour l'adaptation au risque du changement climatique. Et puis ensuite, il y a les pays gros émetteurs, qui essayent de trouver des solutions pour être moins émetteurs, des solutions d'atténuation. Donc ce sont deux mondes qui se côtoient. L'atténuation est quelque chose qui est très technologique, qui s'adresse à des pays qui ont les moyens aujourd'hui de mettre en place des énergies décarbonées, alors que les pays en développement veulent de l'argent pour se prémunir contre le changement climatique. On dit aussi, on l'a vu apparaître sur Twitter, on dit que finalement il y a relativement peu de possibilités nouvelles pour arriver à toucher les publics, mais qu'il y en a un qui émerge, c'est le rôle du médecin. Oui. Vous êtes médecin. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, moi depuis longtemps, en tant que médecin, je parle de la planète comme un être vivant. Ouais. Et surtout, je fais la comparaison entre cette fièvre qu'a la Terre, elle a 37,8, 0,8 degrés au-dessus de la moyenne. Et donc, je compare ça au corps humain. Et donc, 37,8, c'est ce qu'on appelle une fébricule, une petite fièvre. Et en général, on a tendance à laisser traîner. Oui, on va s'en occuper. Oui, on va s'en occuper. Et donc, on s'en occupe en général quand il y a des complications qui arrivent. Et bien, la Terre, elle en est là aujourd'hui. Donc, je fais ce lien entre une fébricule terrestre, 37,8, et les premières complications qui arrivent, c'est les sécheresses, c'est l'intensité des cyclones et le nom. Ce sont ces inondations colossales qui arrivent. Donc, toutes ces manifestations, leur fréquence et leur intensité sont quand même à mettre sur le compte du changement climatique. Et le médecin, il a également un rôle de passeur, un rôle de pédagogue, directement auprès du grand public. Oui, donc je prends ce rôle-là volontiers. Alors le rôle de pédagogue, c'est quelque chose que j'aime bien, mais même c'est quelque chose que j'aime bien, qui m'impose de lire, de me cultiver, parce que pour simplifier des phénomènes complexes, et arriver à toucher les gens, parce que l'objectif c'est ça, il faut toucher les gens, il faut que les gens s'approprient le problème pour trouver la solution. Et donc c'est le médecin que je suis fait souvent ce parallèle avec le corps humain, et ça permet de créer des passerelles attractives entre la réalité du terrain et des comportements qu'il faut avoir dans le futur.
Juste un mot sur vos prochains projets, parce qu'il y a des projets qui vont arriver, parce que vous n'êtes pas un homme qui arrête facilement. Non, j'aime la vie que j'ai. J'ai multiplié les expéditions qui avaient chacune des objectifs différents, qui avaient des richesses différentes. Elles étaient toutes, il y a eu une construction technologique que j'aime bien, il y avait un objectif pédagogique. Et là, je travaille sur une exploration d'un océan qui est assez méconnu, qui est l'océan qui entoure l'Antarctique. Là, on parle du continent du pôle sud. L'Antarctique, c'est un immense continent de glace. Et tout autour, il y a un océan qui n'arrête pas de tourner, qui s'appelle l'océan austral, et qui est alimenté par le courant, les 40e hurlants, 50e rugissants, ce que les marins connaissent bien, c'est du vent qui entraîne ce courant. Et cette mer, elle est assez peu connue, et je suis en train de faire construire un bateau spécial qui va permettre de séjourner sur cet océan, être entraîné par le courant et étudier cet océan. Et il y a 3 choses qui émergent. D'une part, l'absorption du gaz carbonique par cet océan. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Le CO2 est absorbé par les eaux froides de l'océan. Donc c'est un immense océan qui est un puits de carbone. Deuxièmement, le bateau a 80 mètres de tirant d'eau, donc on est dans le silence, et c'est quelque chose qui va nous permettre d'écouter la faune, de faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Et troisièmement, une chose qui nous est demandée, c'est la validation des mesures satellites. Les satellites sont les grands observateurs de la Terre aujourd'hui. Ils passent et ils repassent sans arrêt, donc ils amènent de l'observation en continu. Nous allons rester là 3 ans en continu et on nous demande de valider au sol la mesure des satellites. Donc ce sont les 3 sujets, CO2, acoustique pour inventaire et validation des mesures statistiques. Satellites. On pourra suivre ça de près, oui, j'imagine, avec les nouveaux médias maintenant. Les nouveaux médias, c'est formidable, on peut partager même de la vidéo, on peut vivre quasi en direct. Donc je l'appelle POD, comme polar comme polaire, et POD, plateforme scénographique dérivante. Et les Américains l'appellent différemment, ils l'appellent The Pod Project. Ils ont conservé le mot POD, qui est un baladeur en fait, pour Polar Ocean Data, parce qu'en fait on va être une plateforme d'acquisition de données qui va être mise à disposition de la communauté scientifique. D'accord. Eh ben, on suivra ça de près. Une toute dernière question, une dernière question sous forme de jeu. Un jeu très simple. Fermez les yeux, imaginez que vous avez toute puissance, tous les pouvoirs, aucun contradicteur face à vous, et vous avez une décision à prendre pour enfin commencer en tout cas à changer les climats. Ce serait laquelle cette décision ? Mais il faut aller vers les énergies décarbonées. Une première mesure, ça serait de réduire, de supprimer carrément les 600 milliards de subventions qui vont aux énergies fossiles et reporter ce capital colossal sur le développement et la recherche sur les énergies du futur. Chiche. Merci monsieur, merci.